Nous, la Fédération des aînés francophones du Canada, on regroupe en fait toutes les fédérations d'aînés francophones provinciales et territoriales au Canada. Donc, on a 10 associations membres. La fédération représente près de 27 000 aînés membres au pays. La population francophone à l'extérieur du Québec est très vieillissante dans les communautés francophones. Donc, pour nous, c'est important d'avoir une fédération qui puisse représenter ces personnes-là, qui puisse répondre à leurs besoins. Je pense que nos aînés ont besoin d'être informés, savoir où aller chercher du recours, des ressources. Nous, à la Fédération nationale, on travaille de très près avec nos fédérations provinciales et territoriales. On est toujours à l'écoute de leurs besoins et on essaie toujours de monter des programmes qui vont répondre à leurs besoins et surtout qui vont les aider, les appuyer dans les services qu'eux rendent auprès des aînés francophones dans leur province et territoire. Le projet Ensemble pour contrer les abus, la violence et les fraudes envers les aînés a débuté en 2008. Le réseau national de la Fédération des aînés voulait mettre en place un projet qui permettrait d'offrir des outils de sensibilisation aux aînés francophones pour les sensibiliser à la présence des fraudes et des abus dans leur communauté. Je ne vois pas de dépenses qui sont reliées à l'achat d'une maison, ni même aux rénovations qui ont été effectuées. Ce qu'on observe dans nos communautés, c'est qu'habituellement, les aînés francophones, pour différentes raisons, sont peu informés de leurs droits. Quand on pense aux personnes les plus âgées, ils sont dans une dynamique qui est différente. On endure les difficultés, mais on ne se plaint jamais. Donc, c'est important pour nous de rappeler quels sont leurs droits et puis comment ils peuvent surmonter des éventuels abus ou maltraitances dont ils seraient les victimes. Il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif ou une absence d'action appropriée se produit dans une relation dans laquelle il devrait y avoir de la confiance et que cela cause du tort ou de la détresse chez une personne âgée. Donc, quand on dit un geste singulier ou répétitif, le mot qu'on entend derrière, c'est de la violence, qui peut se passer une seule fois, c'est déjà trop. Mais quand on parle de répétitif, on reconnaît aussi que c'est souvent dans des dynamiques qui sont installées de longue date. Ensuite, une absence d'action appropriée, c'est le mot négligence qui est derrière. Et le dernier bout de la définition qui me plaît énormément, c'est que ça cause du tort ou de la détresse chez une personne âgée. Donc, il y a une reconnaissance que bien que ça puisse avoir l'air anodin, ça laisse des traces dans la vie des aînés. C'est triste de voir ce qui se passe parfois. Alors, comme regroupement, nous avons un gros défi, un gros travail pour sensibiliser nos aînés autant que possible, pour leur aider autant que possible. Alors, quand je pense, moi, la lutte contre la maltraitance envers les aînés, je le pense même à 3 niveaux. Alors, la prévention, la détection et après ça, le suivi de situation. Et pour moi, la prévention, c'est au départ une sensibilisation du grand public. Donc, on parle de plus en plus de la maltraitance envers les aînés. C'est moins un sujet tabou que ça ne l'était. La prévention, pour moi, demeure un élément essentiel. Oui, on peut traiter d'un problème, d'une situation quelconque auprès des personnes qui sont beaucoup plus vieillissantes, mais comment on peut contrer un phénomène qui est réellement pas tout à fait connu, ou qui est connu, mais qu'on ne veut pas exactement traiter? On a tendance à oublier, on prend souvent les choses pour acquis, puis on se pense en sécurité quand on ne l'est pas vraiment. Le plus on en parle, le mieux, le plus en sécurité on est, quoi. Parce que l'isolement, c'est la pire chose qu'on peut vivre, je crois. La place des aînés dans la lutte contre la maltraitance, elle est fondamentale. Fondamentale, pourquoi? Parce que si on ne travaille pas avec les aînés et les associations d'aînés qui les représentent, on risque juste de développer une posture d'expert. Plusieurs organismes ont des bénévoles qui sont souvent des aînés eux-mêmes qui vont s'investir dans la lutte contre la maltraitance. D'être un bénévole, pour moi, dans la lutte contre la maltraitance, c'est toute une responsabilité parce que souvent, c'est d'aller animer des activités de sensibilisation. Mais on sait que quand on fait une activité de sensibilisation comme une pièce de théâtre ou une causerie, on le fait en termes de prévention,
Mais à peu près systématiquement, à la fin de chacune des activités, il y a quelqu'un qui va venir nous voir pour nous dire qu'il vit. Fait qu'on vient de faire aussi de la détection. Donc le rôle du bénévole, c'est d'être capable de recevoir ça, d'entendre, d'accompagner dans un certain nombre de démarches, mais aussi d'être bien accompagné dans son organisme pour pouvoir aussi référer vers des organismes officiels. Ce qui était intéressant avec le projet Ensemble pour contrer les abus, la violence et les fraudes, c'est qu'on forme des aînés à devenir des animateurs d'ateliers et d'activités de sensibilisation. Donc, ces gens-là deviennent un peu les porte-paroles. Ce ne sont pas des experts. On ne forme pas des experts là, en abus et en fraude. Ce n'est pas des gens qui ont une réponse à tout, mais ce sont des gens qui sont là et qui sont très intéressés à aider leurs pairs et sont là pour informer les aînés à la présence d'abus et de fraude. Il ne faut pas croire qu'on est vraiment quelqu'un de très informé. On fait le mieux qu'on peut. On a déjà appris de l'information. Il s'agit juste de la transmettre. Et puis, c'est des gens comme moi puis toi. Ils sont prêts à venir acquérir des connaissances, puis de ne pas se gêner. On a tous un peu de connaissances personnelles. Il y a toujours des moments touchants. Il y en a des situations comme ça, presque à chaque fois. Certaines moins dramatiques que d'autres. Mais il y a toujours des situations où les gens ont été abusés par des proches ou par des gens en qui il devrait y avoir une certaine confiance. Lorsqu'on m'a offert la chance de participer au projet, je n'ai pas hésité. Je suis rendue vieille, moi aussi, là. Alors, j'ai besoin de l'information, moi aussi. Alors, c'était par intérêt personnel, mais aussi, j'ai réalisé qu'il faut informer nos gens parce qu'il y en a trop qui se font prendre. On a tous vécu une certaine expérience. On apporte toujours quelque chose à la discussion diaspora. Et alors, c'est toujours, je pense que c'est intéressant aussi de pouvoir le faire et avoir les commentaires que les gens nous font et entamer une discussion sur le sujet. Étant que je vis dans des condos qui a beaucoup d'aînés, c'est tous des aînés, et je vois beaucoup de problèmes qui se passent. Et ça m'intéresse toujours. Et là, plusieurs années, j'avais pris un cours sur l'abus des aînés et ça fait que ça m'avait bien intéressé. Je pense que mon attirance vers de participer à l'atelier, c'était d'en connaître davantage sur qu'est-ce qui était offert pour les personnes âgées ou à la retraite sur le sujet de l'abus. Qu'est-ce qui était offert comme ressources pour la communauté des aînés en Nouvelle-Écosse. Après une année de projet, les membres du Réseau national de la Fédération des aînés ont animé plus d'une 60aine d'ateliers et d'activités de sensibilisation dans leur communauté. Trouvons que c'est un grand succès. Il reste un an encore, donc on espère qu'ils vont en avoir tout autant pour la deuxième année, sinon plus. Dans le cadre de ce projet-là, on a développé un réseau national de partenaires. Donc, on travaille avec nos membres qui font partie du réseau, mais aussi avec des partenaires nationaux. Par exemple, en Alberta, l'Association des juristes d'expression française de l'Alberta et la Fédération des aînés franco-albertains ont animé des ateliers ensemble. Donc, il y avait un aîné qui présentait les capsules vidéo sur l'abus et il y avait un juriste qui était toujours là pour alimenter la discussion, répondre aux questions du public et parler de sujets qui étaient de sujets avec des questions plus légales. Donc ça c'est un format qui a bien fonctionné. On a les bonnes personnes ressources, mais vraiment l'animation, l'organisation, une partie de l'organisation est faite par la Fédération des aînés. Et puis on fait participer beaucoup les gens en région également. C'est une collaboration qui répond aux besoins des régions. La vieillesse m'intéresse. Je suis très curieuse de savoir ce qui se passe autour de moi et puis des solutions qu'on peut apporter. Je trouve que c'est très intéressant et important parce que c'est quelque chose de nouveau. Disons la fraude, disons les mauvais traitements, on n'en parlait pas avant. C'est surtout s'il y a de l'abus physique, de l'abus mental, ils ne vont pas en parler parce qu'on dirait c'est supposé nous arriver. Mais je pense qu'avec, disons, ma génération, oui, on veut avoir des choses sur la fraude financière, sur tous ces abus-là. Puis
Je trouve que c'est très important. La fraude à l'égard des aînés ou la fraude à l'égard de qui que ce soit m'intéresse parce que c'est quelque chose que l'on vit au jour le jour. Et en fin de compte, c'est quelque chose contre lequel on doit se prémunir comme individu. Le jeu L'Occasion fait larron est un outil qui a été développé par un de nos membres, la Fédération des aînés et retraités francophones de l'Ontario. Cet outil-là avait été développé il y a quelques années pour adresser la situation d'abus financiers et de fraude à des aînés plus âgés, surtout aux aînés qui habitaient en résidence et qui étaient un peu plus vulnérables. De plus, il est vrai qu'une personne est plus susceptible d'être ciblée à nouveau si elle a été déjà victime de fraude. C'est de mettre de façon ludique des situations d'abus ou de fraude. Et les gens dans la salle sont divisés en deux groupes. Un groupe qui joue le personnage de Basile et l'autre qui joue le personnage de Bertha. Et on pose des questions qui traitent de fraude ou d'exploitation financière. Et ça stimule des conversations, des discussions. Et puis on apprend en même temps qu'on joue, quoi. Bon, ben bonjour. Ce jeu-là, pour lequel j'ai fait une petite démonstration, Jean-Claude et moi, on l'a fait dans des résidences pour personnes aînées. Et comme vous avez vu, c'est un jeu très interactif, ce qui fait que les gens demeurent très présents. J'ai trouvé cet objet-là dans ma main, puis je sais pas c'est quoi, je sais pas à quoi ça sert, je sais pas où ça vient. C'est un art, on dirait. Ça doit valoir cher. Ah, ça sert à rien. Une inscription. L'amour est un grand maître. Un grand traître, ouais. Je la garde. La pièce de théâtre Trompleur, Tromperie, qui traite d'exploitation financière dans une résidence. On a plusieurs regroupements membres qui ont présenté la pièce dans leur communauté et qui ont suivi la pièce d'une petite discussion communautaire où il y avait une personne intervenante sociale qui était là pour répondre aux questions du public. Il y a beaucoup de succès avec la présentation de la pièce qui dure 1 heure. La magie du théâtre, comme ça, on peut vraiment amener ça à une communauté. C'est comme un théâtre mobile un peu, c'est immédiat, c'est dans la communauté et c'est un partage, un théâtre comme ça. C'est une façon de sensibiliser la population sans que vraiment ils s'en aperçoivent, finalement. Faites-vous-en pas. Elle ferait tout pour les rénovations de notre restaurant. C'est pas l'argent qui manque. Attends. Non. Elle comprend rien à ces affaires-là. Je peux lui faire quoi, n'importe quoi. Prince. Pas peur. Elle me fait confiance. Elle réalisera jamais ce qui se passe. Elle dit jamais ce que je demande dessus. Par le théâtre, on peut rejoindre des gens parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe en arrière des portes fermées des maisons. On ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens. Ça devient un outil de sensibilisation, un outil éducatif qui permet d'aborder des sujets qui sont particulièrement difficiles par moment. Ce que je souhaite, c'est qu'au moins quelqu'un, parmi ces personnes qui étaient dans le public, ait l'impression qu'ils ont un petit outil de plus dans leur boîte à outils pour justement identifier des situations d'abus, aider des gens dans ces situations-là et peut-être s'aider eux-mêmes. Alors j'espère que c'est ça l'impact, puis j'espère d'une certaine façon qu'on en fera beaucoup plus d'autres parce que c'est un grand sujet à aborder. D'en parler puis de nous permettre d'en discuter, oui, c'est très important. C'est un outil formidable, je pense. Puis aussi, il y a de l'humour. C'est une occasion de voir tout le monde, de rassembler tout le monde. Je trouve que ça a plein de bons avantages. Le message qui nous a été laissé par la communication des gens par la suite est vraiment très intéressant et nous provoque à penser d'avant encore plus à ce que nous devons faire à l'avenir pour prévenir des situations telles que cette personne-là a vécues. J'aimerais que si quelqu'un revient à la maison, qui entend parler d'un voisin, d'un ami qui a été victime d'abus, qu'il puisse lui en parler. Le but ultime, c'est d'aider les gens. Donc, même si on peut aider une personne, c'est extraordinaire. Pauvre madame.
T'es trop gentil avec le monde. Puis toi, t'aurais pu dire quelque chose de cohérent. T'aurais dû lui dire que sa fille la fraude. Non! C'est un gros lâche, Baptiste Potvin. Dans la 3e année de notre projet, on a décidé de développer des petites capsules vidéo qui parlaient de 3 abus très fréquents auprès de nos personnes aînées. On a pris les histoires dans des faits vécus qui ont été répertoriés par des travailleurs sociaux. Donc, on trouvait ça intéressant là, d'allier et le vidéo et la pièce de théâtre pour parler de situations d'abus et faciliter comme ça une discussion avec le groupe. Elle voulait me donner des pilules. Les proposés sont venus avec elle. Ils m'ont forcé à boire un sirop amer avec des grosses pilules. Je me suis même étouffée. Le financement du projet se termine en mars 2015, mais de la façon dont on a développé la stratégie du projet, on espère que les projets vont se poursuivre. Ces gens-là ont les outils en main, ont les connaissances, donc on espère qu'ils vont continuer. Chaque personne a besoin des ateliers pour aller plus loin, puis prendre conscience de qui ils sont. Puis qu'est-ce qu'on fait avec? Bien beau parler de tout ça, mais c'est qu'est-ce qu'on va faire avec. On crée une solution commune avec les partenaires locaux, avec les partenaires juridiques, avec les partenaires nationaux même, que chacun soit impliqué. Ça devient, ces gens-là, des ambassadeurs pour contrer ce phénomène-là, parce que plus on aura l'occasion d'avoir des gens qui seront au courant, plus on sera en mesure de diffuser l'information. J'apprends quelque chose de nouveau à chaque fois. Les gens dans l'auditoire nous apportent toujours quelque chose. Les ateliers, je trouve ça très important de le faire avec les jurys, puis le projet qui est en marche en ce moment. De continuer, de ne pas arrêter.